Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Chaîne Inter. C'est toujours un plaisir d'avoir notre consultant, le docteur Mounir Miko, réanimateur, spécialiste en anesthésie, réanimation et membre de la Société marocaine des médecins réanimateurs anesthésistes. Docteur Mounir Miko, bonjour. Bonjour à Comment vous, bonjour allez-vous? à toute l'équipe. Ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien. Et Ramadan Ramadan Karim. Moubarak exactement pour vous, Ramadan Karim, et pour tous nos auditeurs marocains et pour tous les musulmans du monde. Merci beaucoup, docteur Mounir Miko. Alors, on va faire le point sur la situation épidémiologique dans notre pays. On parlera des variants, les variants qui circulent sur notre territoire. On parlera également de l'impact de la guerre de vaccination dans le monde sur la campagne de vaccination nationale et puis les dernières études sur le vaccin AstraZeneca. Alors, on dit que la situation est stable épidémiologiquement et inquiétante génétiquement. Vous confirmez ceci, docteur Mounir Miko? Oui, alors je le confirme, stable sur plan épidémiologique en matière de nombre de nouveaux cas et de mortalité et d'hospitalisation. Ceci étant, il y a une petite augmentation qui est vraiment très progressive et allongée sur le temps. C'est pas une augmentation avec un pic actuel, mais on est en train de remarquer une réascension progressive de jour en jour. On a baissé à presque une centaine de personnes de nouveaux cas qui ont été confirmés, mais maintenant on est remonté, si vous avez vu avant-hier, c'était à 600 cas et hier c'était à 100 cas. Donc les centaines de cas d'hier, c'était dû tout simplement... Alors justement, qu'est-ce qui explique cette augmentation, docteur Mounir Miko? Alors, ce qui explique l'augmentation, c'est que le virus et surtout le nouveau variant qu'on est en train de, dont on est en train de parler, le nouveau variant britannique qui a été introduit au Maroc et qui maintenant est en train de s'étendre d'une façon un peu plus agressive par rapport au virus habituel, la souche initiale que nous avions au Maroc. Donc, ça augmente progressivement l'infection d'une personne à une autre, vu que le taux de contamination est plus élevé par rapport au variant initial. Alors, vous le disiez, il y a une stabilité. Alors, cette stabilité, est-ce qu'elle est due à l'opération de vaccination, les effets positifs de la vaccination? Effectivement, on a eu la chance, alhamdoulilah, au Maroc de pouvoir, grâce à tous les efforts qui ont été fournis par notre Sa Majesté, que la vaccination puisse aboutir à des tranches d'âge qui sont nos aînés, au personnel de santé, aux enseignants et aussi à tout le personnel de la sécurité. Et ceci a fait à ce que le nombre de personnes qui sont gravement atteintes a diminué d'une façon très importante et la contamination des personnes qui ont des problèmes de santé aussi a été diminuée d'une façon importante. Ce qui reste maintenant, c'est quelques personnes qui sont à un âge intermédiaire et surtout chez les jeunes où le virus est en train d'être véhiculé d'une façon assez importante. Mais ces gens-là, en général, ne consultent que rarement. C'est pour ça qu'on est en train d'avoir un taux d'identification du virus chez certaines personnes qui est vraiment vers le bas. Les résultats que nous avons actuellement ne reflètent pas, encore une fois, la réalité du virus et le taux de pénétration du virus dans la population, mais au moins un indicateur qui est très important que nous avons, c'est le taux d'occupation des lits dans les services de réanimation et surtout aussi le nombre de mortalités qui reste quand même bas par rapport à ce que nous avions auparavant au maximum de l'épidémie. D'accord. Est-ce qu'on a une idée sur le pourcentage de Marocains infectés par le virus? C'est très difficile à établir. Pour qu'on puisse avoir une idée, il faudrait faire une étude prospective dans ce sens. On parle d'un pourcentage qui est proche de 30%. C'est très difficile de l'avoir. Pour faire ça, il faudrait avoir un échantillonnage, comme je suis en train de dire. Même si on en parle, il faut faire un échantillonnage et essayer de faire une étude sérologique et une étude aussi par des tests antigéniques ou tests PCR. Et ceci n'a pas été fait pour le moment de façon fiable. Ce qu'on est en train de faire actuellement maintenant,
c'est de rester aux aguets et essayer de détecter toutes les personnes qui sont infectées d'un côté, essayer aussi de rester vigilant sur le plan génomique, et c'est dont on va parler de tout de suite d'ailleurs, je pense. On est en train de faire ça, une veille génomique qui est très importante. Ça veut dire que tous les échantillons qui sont pris sur le plan marocain, on prélève au hasard 10% de ces cas et on les envoie à Rabat, et on arrive à avoir une étude génomique de ce qui se passe au niveau territorial marocain, et on fait sortir un pourcentage qui pourrait orienter vers ce qui se passe sur le plan national. Alors, de nouvelles mutations sont décelées, mais sans impact chimique ni épidémiologique, vous le disiez à l'instant. L'apparition de ces variants est un processus naturel dans l'histoire des virus. On parle justement des variants les plus virulents, le variant britannique et le variant brésilien, n'est-ce pas, docteur Mounir Miko? Oui, alors il y a aussi le variant sud-africain, qui est le troisième variant qui sont le plus agressif. L'importance que nous avons du variant britannique ici au Maroc, qui est en train de circuler, on n'a pas les deux autres variants, c'est le fait que ce variant, il reste quand même protégé. On est protégé contre le variant par la vaccination, par le vaccin que nous avons prédominant, qui est le vaccin d'AstraZeneca. Alors que pour les deux autres variants, Sinopharm aussi. Sinopharm, on n'en parle pas d'une façon franche. Alors que pour AstraZeneca, c'est clair que pour le variant britannique, il protège contre le variant britannique. Alors que pour les deux autres vaccins, plutôt les deux autres variants qui sont le variant brésilien et le variant sud-africain, le vaccin d'AstraZeneca semble, je dis bien, une diminution de l'efficacité contre ces deux variants. Et heureusement qu'au Maroc, on n'a pas ces deux variants chez nous. C'est pour ça que d'ailleurs le Royaume a diminué, plutôt a arrêté tous les vols en destination d'Afrique subsaharienne. C'est très important de comprendre ça. Et puis il y a le variant brésilien et maintenant les médecins, les scientifiques se focalisent sur ce vaccin qui touche surtout les jeunes, 20 ans, 30 ans. Exactement, et qui ne procure pas, c'est ce variant qui ne procure pas de la même manière une immunité. Les Brésiliens, ils ont dit comme quoi on va essayer l'immunité collective, et ils ne font pas grand-chose pour essayer de se protéger. La vaccination a tardé à venir chez eux aussi. Et donc, ils sont en train de payer le prix. On parle maintenant de millions de morts qui sont à venir. C'est incroyable. On parle de 4000 morts quotidiennes. C'est des chiffres qui sont énorme. Importants. Très, très importants. Et ils continuent de la même manière, sur le plan politique, à dire non, il ne faut pas agir, il ne faut pas faire de vaccin, il ne faut pas faire par des responsables politiques. Chez nous, en tout cas, les variants sont là. Ils continueront à muter sur de petites mutations, donc qu'on va continuer à voir, et d'ailleurs qui existent depuis que le virus a été introduit au Maroc, mais sans vraiment avoir d'importance comme ça a été déclaré. Je rappelle qu'un confrère qui dans le laboratoire à Rabat avait parlé d'un variant marocain au Zazat. Le ministère de la Santé avait riposté par la même occasion et dire qu'il n'y a pas de variant au vrai sens du terme. Il n'y a pas de variant 100% marocain. Je vais dire, alors il faut comprendre d'abord qu'est-ce que c'est qu'un variant, comment on va définir un nouveau variant. Alors on a, à chaque fois que le virus se réplique, ça veut dire qu'on en fait des copies. Il y a des petites mutations génétiques qui peuvent arriver. Et ces petites mutations génétiques, en général, n'arrivent pas à ce qu'ils soient très nombreuses et changer carrément la structure du virus. Et donc, ces petites mutations, ils sont là, ils sont fréquentes, mais ça change pas grand-chose. Mais quand les mutations continuent à augmenter en matière de nombre, et qui deviennent importantes à ce qu'ils changent toute une séquence du génome du virus. Et par conséquent, changer carrément la structure du virus lui-même à l'extérieur de cette surface virale. On arrive à ce moment-là à ce que même la réaction
du corps soit différente. Et de ce fait, ça donne plus peut-être de contamination ou plus d'agressivité en matière d'infection chez la personne hôte, ça veut dire le patient. Oui. Et de ce fait, elle donne un changement des caractères épidémiologiques qu'on pourrait voir chez la population générale. Et donc là, on va dire que l'accumulation de beaucoup de mutations donne tout un changement. Et ce changement qui est grand pourrait donner un changement épidémiologique et un changement pathologique. Et là, on parle à ce moment-là d'un nouveau variant. Alors, ça n'a rien à voir avec les souches apparues à Dakhla? Non, la souche apparue à Dakhla, c'est le variant britannique, tout simplement, qui a été importé. Qui sont liés à l'ascendance britannique, on va dire. Exactement, tout simplement. C'est exactement la même chose. Donc voilà, donc c'est le... Voilà, allez-y. Oui, allez-y, docteur Mounir-Micko. Donc ce que je voulais dire tout simplement, c'est que quand on a une grande mutation de plusieurs gènes, plusieurs acides aminés dans le génome, ça veut dire que dans l'ARN messager qui va se traduire par un changement de la surface du virus, là on parle d'un nouveau variant et il y aura des conséquences par la suite sur le plan épidémiologique. Sinon, au Maroc, la situation reste stable, même après l'introduction du variant britannique, même après les petites mutations que nous avons au Maroc, ça n'a pas d'importance sur le plan épidémiologique, puisque le nombre de contaminations reste pratiquement stable, mais alertante, parce qu'on a une petite augmentation progressive. Et face justement à la dynamique de la circulation du variant britannique et d'autres variants, au Maroc, le ministère appelle à plus de vigilance et au respect des mesures barrières. Alors vous qui êtes sur le terrain, docteur Mounir-Micko, le système de santé supporte le nombre de cas positifs au virus? Pour le moment, oui. On est loin de ce qui s'est passé auparavant, après... l'année dernière, quand on était en août, en septembre, octobre et novembre, où il y avait un pic incroyable. On est très loin de ce qui existait auparavant. Maintenant, le système de santé que nous avons et les services ne sont pas pleins et on arrive à gérer grosso modo sur le territoire marocain. Je salue la décision qui a été prise de diminuer le risque pour ce qui est d'après Ramadan, plutôt pendant le Ramadan, des réunions après 18 heures, même si sur le plan politique, on pourrait interpréter ça d'une façon différente, puisque au quotidien, on est en train de voir au cours de la journée, dans les cafés, les restaurants, tous les rassemblements, qu'il y a une baisse très importante des mesures qu'on doit respecter tous. Et donc, les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui va se passer pendant le Ramadan, puisque au cours de la journée actuellement et durant le mois qui vient de passer, il n'y aurait pas une grande différence entre la journée et la nuit après. Voilà. D'accord. Alors justement, j'aimerais qu'on en revienne sur les variants. Donc les travaux de recherche du comité scientifique ont prouvé l'existence de 28 variants au Maroc, le variant britannique, il y a aussi le variant nigérien. Je ne sais pas ce que c'est, mais comme ce que j'ai dit, des petites mutations qui se sont avérées progressivement, et voilà, ça s'est manifesté sous forme de variants avec un caractère bien spécifique au niveau nigérian. Mais l'importance, comme j'ai dit, sur le plan épidémiologique, n'est pas vraiment de valeur. Donc, on va dire qu'il existe, mais sans de répercussions sur le plan pratique, nous, sur le plan épidémiologique, sur le plan vaccination, ainsi de suite. Alors, j'aimerais que l'on parle de l'opération vaccination et des vaccins adoptés par le Maroc, à savoir AstraZeneca et Sinopharm, et bientôt Sputnik, n'est-ce pas, docteur Mounir-Micko? Oui, alors ce qu'on a, c'est tout là, le risque qu'on est en train de courir avec cet épisode plutôt, c'est ce qu'on est en train de voir sur le plan vaccination mondiale, c'est qu'on va avoir la vaccination maintenant, on est en train de presque faire un effort extraordinaire sur le plan national pour réussir cette opération de vaccination. Le rythme est reparti vers le haut.
Ça veut dire qu'on est en train de plus en plus de recevoir des lots de vaccins et de continuer la vaccination avec un très grand risque, c'est que on n'aura pas sur le plan mondial, tant qu'on n'aura pas sur le plan mondial la population mondiale qui se fait vacciner en même temps, de la même manière, pour essayer de circonscrire cette pandémie internationale, le risque est d'avoir de nouveaux variants qui peuvent échapper, qui peuvent apparaître et qui peuvent échapper à tous les vaccins qu'on est en train de réaliser maintenant. Donc c'est pour ça qu'on n'arrêtait pas de dire depuis le début qu'il faudrait une vaccination équitable. Équitable et démocratique entre tous les pays du monde et qu'il faudrait lutter contre ce qui se passe avec des vaccins qui sont très chers, qu'on ne donne pas aux pays en voie de développement. Et ça, c'est malheureux. Et malheureusement, on assiste à une guerre des vaccins dans le monde. Quel est justement l'impact de cette guerre des vaccins sur la campagne de vaccination ? Est-ce que nous sommes à la merci du marché international des vaccins, docteur C'est la réalité. C'est la loi du plus fort et malheureusement, c'est la réalité. Si vous voyez, je donne toujours l'exemple d'Israël où ils sont en train de réussir leur campagne de vaccination et d'ouvrir tout leur marché, d'être avec une libre circulation. Les Britanniques également. Les Britanniques encore, rien qu'hier, ils ont ouvert, ils ont fêté la réouverture des restaurants et tout. Donc, ils sont en train de réussir, alors qu'on va rester avec des pays où il va être confiné pendant une plus longue durée. Docteur Mounir Miko, désolé de vous interrompre. Vous restez avec nous. On vous retrouve juste après l'appel à la prière. سيداتي وسادتي، المؤذن ينادي لصلاة الظهر حسب توقيت الرباط سلا وما جاورهما. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نودي لصلاة الظهر حسب توقيت الرباط سلا وما جاورهما. Midi 36 sur Chaîne Inter. Merci de nous rejoindre et surtout merci pour votre fidélité en direct, bien évidemment, jusqu'à 13h pour le carrefour de Chaîne Inter. Avec nous en ligne, le docteur Mounir Miko, réanimateur, anesthésiste. Rebonjour, docteur. Vous êtes toujours là ? Oh, bonjour. Oui, alors justement, on parlait de la guerre des vaccins dans le monde et l'impact justement de cette guerre des vaccins. Et vous confirmez le fait que nous sommes à la merci du marché international des vaccins. Docteur Effectivement, nous sommes à la merci du marché international et des puissances mondiales, et d'ailleurs qui étaient jalouses à un certain moment même du Maroc qui pouvait avoir
un vaccin assez rapidement par rapport aux autres pays occidentaux. Une Et opération donc, la réussie, pression on va dire. réussie effectivement. Et donc, la pression, elle monte. C'est devenu une guerre médiatique, une guerre économique, une guerre... c'est comme si on avait une bombe nucléaire, une arme à dissuasion. Donc, celui qui a la possibilité d'avoir le vaccin a tout ce qu'il faut pour être bien, pour avoir un taux de croissance rapidement économique sur l'année d'après plutôt, a la possibilité d'ouvrir rapidement ses frontières, a la possibilité que la machine économique redémarre assez rapidement. Donc c'est très très important de comprendre ça et que les pays les plus forts vont tout faire pour avoir leur vaccin dans les délais les plus rapides, alors que les pays en voie de développement ne pourront en aucun cas rapidement le faire. Alors, j'aimerais que l'on s'intéresse à présent au vaccin AstraZeneca. Il y a un risque de 0,005%. C'est très minime, mais on se dit, si ça tombe sur moi, il y a des inquiétudes, c'est la perception des gens de la chose, de cette réalité qui nourrit justement la psychose, le doute et la perte de confiance. Alors, comment redonner confiance? Comment rassurer? Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour confirmer ou ne pas confirmer ces liens? Je parle des liens de thrombose, parce que justement, les gens commencent à se poser d'ailleurs la question, pourquoi AstraZeneca change de nom? Le vaccin ne change pas. On est d'accord, docteur Mounir Miko? Oui, il y a des inquiétudes. Alors, je vous explique d'abord un truc qui est très important, c'est le fait quel est ce problème thrombotique et comment on est en train de le développer. Alors, ce problème-là, il est dû à un petit produit qui existe à l'intérieur du vaccin et qui déclenche chez certaines personnes qui sont prédisposées, je dis bien, qui sont exceptionnelles, avec des chiffres qui sont tellement bas, c'est un risque d'un cas sur 1 million à peu près. Ils disent entre 250 000 et 1 million. D'accord. Ça veut dire que si on a 1 million de personnes vaccinées, on risque d'avoir une personne qui a développé cet accident thrombotique et qui n'est pas obligatoirement mortel. Et ça, c'est important à connaître. Alors, cette molécule-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée une petite consommation de ce qu'on appelle les plaquettes. Les plaquettes sont des sortes de petites cellules anucléées où il n'y a pas de noyau et qui sont dans notre sang et qui participent dès qu'on a une petite plaie, quel que soit dans notre corps, elle se localise dans la plaie à côté d'autres éléments, entre autres de coagulation du sang, pour colmater la brèche et arrêter le saignement. Avec cette molécule qu'on a chez certaines personnes qui sont prédisposées, qui sont de sexe en général féminin et qui sont de jeune âge, ils peuvent développer cette consommation des plaquettes et créer des cailloux, en général, quand ça se passe au niveau cérébral. Et dans des cas pareils, il y a des médicaments à donner et on arrive en général à récupérer certaines personnes et d'autres, peut-être qu'on aura une mortalité, mais qui reste très infime. Donc je répète, en matière de chiffres, un cas sur 250 000 à 1 million de personnes, ça veut dire que si on vaccine 1 million de personnes, on va avoir peut-être un cas qui va avoir cet accident thrombotique. Et si on vaccine par exemple 10 millions de personnes, on risque d'avoir 10 personnes. Et entre ces 10 personnes, on risque peut-être d'avoir comme décès peut-être 2, 3 ou 4 personnes qui vont décéder. Mais justement, la problématique... C'est pas vraiment très important. Pardon. Mais justement, la problématique, c'est que les gens se disent, si ça tombe sur moi. Si ça arrivait. Ouais. Voilà. Alors, je poserai la question d'une façon différente et inversée. Et si vous attrapiez le coronavirus, pourquoi on ne pose pas cette question? Quel est le risque de développer une forme grave et surtout de développer une mortalité assez sérieuse? Maintenant, sur les personnes qui sont infectées, on a pratiquement une mortalité de 2%. Chez nous au Maroc. Ça veut dire que si on a 100 personnes infectées, 2 personnes vont mourir. Si on fait ça sur 1 million de personnes, vous pouvez faire le calcul.
Donc le risque est il beaucoup plus paraît important. franchement, mais bien évidemment, Mhm. il paraît franchement beaucoup plus important de se protéger avec un vaccin, avec un risque de développer une thrombose qui est beaucoup moins important, Mhm. que si on reste comme ça et se dire ne pas se faire vacciner et développer une infection à virus avec un risque de 2% de se faire d'avoir un accident thrombotique ou mourir. Donc Alors, là, on oui. écoute. Il y a quelque chose de très important que nous sommes en train de subir. Mhm. C'est une pression médiatique qui est très importante. Ouais. Et malheureusement, on n'écoute pas les scientifiques et ceux qui se disent. Mhm. Maintenant, le risque de développer un accident mortel avec le coronavirus reste beaucoup plus élevé que de développer un accident thrombotique Mhm. avec le vaccin d'AstraZeneca. C'est ce qu'il Donc, faut retenir. effet secondaire grave mais rare, on va dire. Oui, Mais effectivement. est-ce qu'il y a zéro risque avec les autres vaccins, docteur Il n'y a Mounir-Miko? aucun médicament, aucun vaccin qu'on injecte chez les personnes où il y a zéro risque. Ça n'existe nulle part. Je répète toujours la même phrase quand on me parle de ça et je donne un exemple d'un médicament qu'on prend au quotidien qui s'appelle le paracétamol avec plusieurs noms commerciaux. On le prend d'une façon quotidienne et on le prend sans se poser de questions. Le paracétamol, en France, on greffe chaque année 10 patients avec une greffe de foie à cause de ces médicaments. Chaque année, il y a l'équivalent de pratiquement 1500 personnes qui décèdent d'une hémorragie digestive suite à la prise d'anti-inflammatoires. Et ces médicaments-là ne sont pas retirés du marché parce que leur intérêt reste beaucoup plus important que le risque qu'on est en train d'encourir sur le plan mondial. Donc, pour retenir maintenant un seul message, si on n'arrête pas de dire attention, les anti-inflammatoires, ils sont en train de tuer, ils sont en train de tuer, les gens vont arrêter de les prendre. Pourquoi ils n'entendent pas ça? Maintenant, vu la pression médiatique que nous avons avec le vaccin d'AstraZeneca et ce qui se passe avec tous les enjeux qu'on est en train de développer, que le citoyen lambda n'écoute pas, l'intérêt de ce qui existe au niveau de l'espace Schengen avec la Grande-Bretagne et le Brexit, le commerce international, le repositionnement de tous les pays sur le plan géostratégique avec ce dossier de vaccination fait en sorte à ce que on doit être très vigilant pour que à chaque fois qu'on a un message qui passe sur le plan médiatique, on arrive à le filtrer, à comprendre ce qui Absolument, existe. c'est très très important. Et puis, les gens se posent la question pourquoi AstraZeneca change de nom parce que, certes que la confiance de l'opinion publique a chuté ces dernières semaines en raison justement de la crainte d'effets secondaires. Et là, on parle justement d'une peur virale. Et les gens se posent la question pourquoi AstraZeneca change de nom? Nouveau nom, Oui, pour nouvel diminuer la langage. pression médiatique, tout simplement. Voilà, pour diminuer la pression médiatique que nous avons. Mais- Maintenant, ce qui risque d'arriver, c'est ce qu'on va demander aux laboratoires de faire, c'est d'essayer, et d'ailleurs on en a parlé, comme pour le vaccin de la grippe, c'est d'essayer de mettre à jour la vaccination pour qu'elle soit adaptée aux variants qui sont en train de nouveaux variants qui sont en train de circuler et qu'on puisse à ce moment-là rester plus efficace dans la campagne vaccinale. Donc le vaccin qui reste inchangé, docteur Mounir-Miko. Pour le moment, on n'a pas d'informations sur le changement du composition du vaccin. On n'a pas une information concernant ça. Alors, on parlait il y a quelques instants de la guerre des vaccins, le problème d'approvisionnement. Est-ce que la levée des brevets sur le vaccin pourrait être une solution à ce problème? Qui pourra le faire maintenant pour lever ça sur le plan international? Est-ce que cela va régler le défi justement de la production de masse? Mais pas obligatoirement parce que les usines ils tournent à plein régime et on n'arrive pas à avoir ce qu'il faut comme en nombre de lots et en nombre de doses de vaccins. On n'arrive pas à le faire. Peut-être que, comme j'ai dit, à un certain moment, il y a des laboratoires qui doivent abandonner leurs recherches concernant de nouveaux vaccins de Covid et parce qu'ils ne vont pas ramener quelque chose de nouveau par rapport aux techniques qui existent déjà.
par exemple technique ARN messager, Mhm. technique de vaccin inactivé, technique de vaccin atténué, etc. Donc, s'ils n'arrivent pas à ramener une nouvelle technique qui pourrait créer quelque chose de nouveau, moi je pense qu'il faut que le laboratoire sur plan international se rallie entre eux et produire les vaccins pour les laboratoires mères qui ont, qui ont la licence, entre guillemets, ou le droit de commercialiser, de production, Mhm. qui se rallient pour pouvoir mettre à disposition pour la population mondiale assez rapidement le vaccin qu'il faut. Mhm. Et ça, c'est très important, beaucoup plus que Mhm. rentrer dans un cadre de guerre commerciale, de guerre diplomatique, etc. Parce que c'est de la médecine. Effectivement, il y a des sous derrière, Mhm. mais il y a un côté humanitaire qui devrait être plus présent que Mhm. le côté financier et économique pur. Et puis, vous le disiez, docteur Mounir Miko, seule une distribution équitable est capable justement de freiner ou de lutter contre la propagation du virus. Alors, plus de 510 millions de vaccins ont été distribués dans le monde, puis l'UNICEF a demandé aux pays riches à faire des dons pour assurer une distribution équitable et donner la priorité au programme COVAX. Seuls 32 millions de Exactement. doses ont été expédiées. Exactement, et avec des choses qu'on a pu voir malheureusement en Europe qui ont bloqué l'exportation du vaccin Mm. d'AstraZeneca dans le programme COVAX, et donc Mm. ça a été quelque chose de décevant. Donc effectivement, il faudrait, grâce à ce programme et aux gens qui ont donné auparavant, aux sociétés qui ont donné de l'argent auparavant, ça serait très important que d'autres font le même pas et qu'ils donnent de l'argent pour pouvoir produire les vaccins d'une façon un peu plus rapide, un peu plus efficace et être équitable sur le plan international. Et puis, important de signaler justement l'écart entre le nombre de vaccins administrés dans les pays riches et celui administré dans les pays pauvres, hein, docteur Mounir Miko. Exactement. On va jusqu'à, par exemple, certains pays, on est arrivé à 70-80% de la population qui ont pu avoir une couverture de 70-80% en matière de vaccination de leur population, et certains qui n'ont même pas encore commencé la campagne vaccinale. Ça ne peut être que désolant, ça ne peut être que en matière de non humanitaire, en matière de collaboration internationale et sur le plan humanitaire aussi. Et l'Afrique est Voilà. le continent qui souffre le plus de ce Qui va souffrir déséquilibre. le plus, et exactement, c'était prévu. C'était prévu, et une des choses que le Royaume avait initié et avait espéré initier, c'est grâce à la collaboration avec Sinopharm qu'on allait produire le vaccin de chinois ici au Maroc pour l'exporter en Afrique, parce que nos amis africains ont besoin du vaccin. Mais malheureusement, ça ne s'est pas encore concrétisé. Les Chinois en sont en grande partie responsables de ça. Et puis l'OMS qui met en garde contre ce déséquilibre et appelle à une vaccination équilibrée pour pouvoir justement obtenir l'immunité collective mondiale à cause de la mondialisation, bien sûr, docteur Mounir Effectivement. Miko. Effectivement, l'OMS à plusieurs reprises, et comme tous les professionnels de santé, n'arrête pas de répéter la même phrase, qu'il faudrait une campagne vaccinale équitable sur le plan international. Sinon, on risque, comme j'ai dit, de tomber sur des variants qui ne vont pas être efficaces, dont la vaccination ne va pas être efficace contre ce nouveau variant. Et donc, c'est très important que ce soit sur le plan humanitaire, que ce soit sur le plan efficacité du vaccin, qu'on arrive à étaler la campagne vaccinale sur la population mondiale d'une façon équitable. Alors, un conseil peut-être pour les auditeurs qui sont à l'écoute, d'abord par rapport à cette période de crise, surtout en cette période de Ramadan, vous leur dites tenez bon, ma les fêtes. Ben oui, les auditeurs, quand ils écoutent les professionnels de santé durant ces mois derniers, ils n'entendent qu'un seul truc, attention, 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 et que de mauvaises nouvelles. Moi, j'ai envie de porter un message d'espoir et qu'on puisse tenir bon, comme vous avez dit il y a quelques secondes, et que les prières de tous les musulmans au Maroc et ailleurs, que Dieu les arrive
à exaucer toutes ces prières et qu'on passe ce cauchemar assez rapidement avec l'élargissement de la vaccination grâce à la science et grâce uniquement à la science et pas autre chose. Donc, je vous dis à tout le monde, à tous vos auditeurs de tenir bon. C'est-à-dire il faut être solidaire en cette période de crise. C'est important, docteur Mouniel Miko. Effectivement, il faut être solidaire. Le temps n'est pas facile. C'est vrai qu'on pour tout comprend le monde, les mécontentement des gens, mais il faut Je le être comprends. solidaire. Oui, oui, effectivement. Exactement, je le comprends. C'est ce que j'ai dit initialement. Même si scientifiquement parlant, je reste d'accord pour ce qui a été fait, ce qui a été dit pour le soir à partir de 20h avec un couvre-feu. Mais il faut qu'on soit solidaire et que le gouvernement agisse à ce qu'il corrige le tir avec les personnes qui vont être vraiment atteintes avec ce couvre-feu, qui vont être démunies, qui vont pas avoir, qui vont perdre de l'argent sur le plan commercial. Moi, je pense que le gouvernement devrait agir envers cette tranche de personnes. Il faut qu'on soit solidaire et c'est très très important. D'ailleurs, ce mois de Ramadan, il est un mois de solidarité, un mois où il faudrait qu'on agisse pour le bien pour tout le monde. Merci beaucoup, docteur Mouniel Miko. Je rappelle que vous êtes réanimateur anesthésiste. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On vous souhaite un bon Ramadan, Ramadan Karim, b'sahha wal hina wa salama, wa kull ma tmanna. Merci beaucoup et Ramadan Mubarak à tous vos auditeurs aussi. Au revoir.